Voilà, donc voilà, bienvenue à cette présentation en français qui est, bon, pas une première pour moi, mais ça fait longtemps. Cette présentation intitulée 10 petits pas pour une production accrue. Moi, je suis qui? Je suis le présentateur, je suis Stefan Van Gulik. Je suis ingénieur DevOps senior. Je travaille pour la plus grosse boîte de télécom suisse actuellement, sans vouloir dire son nom. Je suis également consultant et formateur PowerShell en plus de cela. J'ai 15 ans d'expérience en informatique, dont 12 avec PowerShell, voilà, où j'écris vraiment du code tous les jours. Je pense que je connais un peu la techno. Si vous voulez me trouver, en fait, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Stéphane VG, enfin X, quoi. Ben, je sais pas combien de temps je vais rester sur cette plateforme. J'ai mon blog également, powershelldistrict.com, qui a été réanimé récemment, parce que je l'avais arrêté, et puis je l'ai repris très récemment. Je gère quelques projets open source aussi, qu'on peut trouver sur mon profil GitHub, sur github.com/StéphaneVG. Voilà, les trois principaux, CPS HTML, PS Class Utils, qu'on va voir un peu plus dans le détail après, et psansible.inventory, qui est assez cool si vous faites de l'Ansible. Et on peut également me trouver en fait sur LinkedIn à cette adresse-là. Donc avant de commencer, je voulais vite faire une mention en fait que voilà, je travaille pour Swisscom également, et nous on recherche tout le temps des nouveaux talents. Donc Swisscom est une boîte vraiment cool, c'est une des seules boîtes tech en Suisse. On a des conditions très avantageuses de travail, et les projets ils sont vraiment passionnants. Donc j'ai mis en lien dans le PowerPoint les postes qui sont actuellement ouverts avec PowerShell, hein. Donc on peut en voir, il y en a quand même pas mal, hein, sur 3 pages. Alors même si ils sont écrits en allemand, alors que j'ai mis le truc bien sûr en français, c'est pas grave, prenez le job, copy-paste dans Google Translate. Et également, pour voir si ça vous intéresse, et également les endroits, les lieux de travail ici sont pas forcément fixes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas marqué Lausanne ou quelque chose comme ça, là, par exemple, il y a Fribourg, Ittigen ou Lausanne. En fait, il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà, tout ça pour dire que la localisation du job ne devrait pas être un frein pour vous quand vous faites votre recherche ici. Après, si vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir avant de postuler. Pour ça, contactez-moi au mieux. Vraiment, le mieux, ça serait soit un MP sur Twitter ou alors un MP sur LinkedIn. Plutôt sur LinkedIn, j'ai envie de dire, parce que je pense que je le verrai mieux, ça. Mentionnez juste que j'en ai parlé ici pendant le talk. Et voilà, pour qu'on puisse voir ensemble, en fait, quelle serait la meilleure approche à faire pour rentrer sur ce poste-là. Je peux peut-être vous aider à vous mettre en contact avec la team, etc., etc., quoi. Donc, 10 petits pas pour une production accrue. Donc, qu'est-ce que c'est que ce talk, en fait? C'est un peu farfelu. C'est sûr, ça va être plus léger par rapport au contenu, par rapport au contenu de mes talks d'habitude. C'est vrai que normalement, moi, je les fais très, très technique, très spécifique sur une techno. J'aime bien aller très profondément dans ces sujets-là, mais là, aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un peu plus léger en fait, mettre un peu certains points en lumière qui peuvent
nous rendre la vie plus facile et qui peuvent nous rendre nous permettre d'être un meilleur développeur. Donc ces 10 points, ils peuvent être totalement décousus l'un avec l'autre. Si on les met bout à bout, ça fait un développeur plus plus. Ils vont probablement pas tous s'appliquer à vous, mais ils ont été applicables à moi et donc voilà, je voulais en parler aujourd'hui. Donc le premier point en fait, c'est on va voir comment on peut trouver de l'aide, comment on peut organiser notre temps, parce qu'avant d'organiser notre code ou écrire du code, il faut qu'on organise notre temps. Quelles sont les bonnes pratiques en PowerShell? Qu'est-ce que c'est le prompt? Oh my gosh, le profil Windows Terminal, VS Code et quelques modules que je trouve intéressants. Donc, à commencer, où trouver de l'aide? Donc, tout simplement, sur Twitter, déjà, avec le hashtag PowerShell, on peut écrire une question, hashtag PowerShell, et il y a toujours quelqu'un qui monitore ce tag, et on peut donc rentrer en contact avec des gens. Donc, aussi, pourquoi on voudrait trouver de l'aide? C'est que tout au début, surtout quand on commence ou quand on n'a pas encore les connexions, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un avec qui on peut échanger. Donc Twitter est certainement un endroit. Donc après, si on a des problèmes plus avec des bugs de code et tout, on peut aller directement sur le repository GitHub de la team PowerShell. Mais le lien le plus important là que je veux faire partager avec vous, c'est le FRPS UG. Donc en fait, nous on est présent dans le Discord, donc probablement vous avez pu entendre parler de cet event à travers le Discord. Donc, nous, on est sur le Discord PowerShell. Il est dans le lien. Et on est dans le channel French. Et donc, il n'y a pas que French, il y a plein d'autres langues. Il y a des trucs vraiment spécifiques aussi au techno, AVS, Azure, blablabla, DSC. Donc, voilà, venez nous voir, on est sympathique. On parle français et anglais. Donc, je vais repasser dans mon truc là. Donc, avant de commencer à parler de code et d'organiser son code, donc ça c'est les derniers slides que j'ai rajoutés en fait. Pour moi, c'était important de pouvoir organiser son temps. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu la même situation que moi, mais en fait, je suis surchargé de boulot. J'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai à faire et beaucoup de choses que je souhaiterais faire, qui sont des fois diamétralement opposées. Voilà, donc il faut que je me trouve du temps pour ça, que ce soit sur mon temps professionnel ou personnel. Donc, j'ai cherché à des méthodes en fait où je peux m'améliorer sur ce côté-là. Et voilà, j'ai trouvé quelques techniques que j'aimerais partager. Donc, on va le survoler. On va survoler ces sujets-là. Il faut savoir qu'on peut rentrer beaucoup plus en détail, mais voilà. Donc, il y a un truc qui m'aide beaucoup, moi, maintenant, c'est de bloquer des sections dans mon calendrier de temps. Donc, en fait, je vais m'allouer un peu de temps, 1 heure, pour planifier ma semaine qui vient ou mes 2 semaines qui viennent, que ce soit professionnel et personnel, pour faire des blocs. Et en gros, je ne travaille plus que basé sur mes reminders Gmail, parce que j'utilise Gmail. Tout ça, justement, pour être sûr que je ne sois pas distrait par des choses qui pop-up justement dans Twitter ou quelqu'un qui me chatte et qui me dit au boulot sur Teams, qui me dit écoute, on a tu peux m'aider avec ci ou ça. Alors oui, je vais l'aider, c'est sûr, mais au final, ça me permet d'avoir mon focus sur un sujet bien défini et j'essaye de m'y tenir vraiment. Vous voyez qu'en fait, je traite mes mails ici qu'une fois, donc j'ai rajouté un deuxième slot. Et puis, je le fais aussi, franchement, entre midi et 2 aussi, un petit peu. Mais j'essaye plus d'aller voir mes mails au milieu de l'après-midi. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir des trucs. Le deuxième point, en fait, c'est la technique Pomodoro, justement, où
j'ai une tendance aussi, enfin, je n'ai pas une tendance, c'est je me fais interrompre très très souvent par des chats. J'entends le mail qui rentre, ou alors ouais, un Twitter, genre de truc. Et donc, la technique Pomodoro, pour ceux qui savent, qui connaissent pas, en fait, c'est en gros, on met un timer de 25 minutes. On se dit, voilà, pendant 25 minutes, je vais bosser concentré à 100%. Et après 25 minutes, ça va sonner et tu vas avoir une petite fenêtre de 5 minutes pour faire une pause, chercher un café, blablabla. Et au bout de. Donc, tu fais ça 3 fois, ça c'est 3 cycles. Et donc, quand tu as fini les 3 cycles, après, tu as le droit à une grande pause de 15 minutes. Voilà, bien récompensé, bien mérité. Donc, en mettant ces deux techniques bout à bout, j'ai remarqué que j'ai réussi à augmenter ma productivité et surtout à rester concentré et à aller droit au but, à là où je dois aller et ne pas travailler sur 2 ou 3 projets même en parallèle en fait. Parce que des fois, en fonction de qui c'est qui me parle, je changeais mon focus et j'ai remarqué que c'était pas la bonne méthode, quoi. Donc maintenant, on a parlé des bonnes pratiques d'organisation du temps. Maintenant, les bonnes pratiques d'organisation pour du PowerShell. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'appelle ici le PowerShell Practice and Style, qui est en fait une grosse liste de recommandations des meilleures pratiques de PowerShell. Donc, c'est écrit en anglais, hein, forcément comme beaucoup de choses. Et donc en fait, ça a été écrit donc à la base par, vous voyez, il y a encore Don Jones, hein, donc ça fait un petit moment. Don Jones, pour ceux qui connaissent pas, c'était un des pionniers de la communauté PowerShell. C'est celui qui a créé le PowerShell Summit, PowerShell.org, c'était lui à la base. Voilà. Et Joel Bennett aussi, qui est un crack en fait du PowerShell. Et donc en fait, il y a beaucoup de guides ici dedans. Donc je vous mets le lien. Comme j'ai dit, il y a pas mal de choses qu'on va un peu survoler. C'est vraiment à regarder et à utiliser en fait comme base pour faire vos guides de coding pour vos équipes en interne. Vous voyez, donc use PowerShell Standard Parametric Naming, blablabla. Donc quand on revient là, est-ce que je peux le remettre en plein écran là? Je peux pas. C'est un peu nul. Donc voilà, donc il y en a quelques-unes que j'ai exprès mis dans le slide là pour gagner un peu de temps. Donc quelques-unes que moi j'aime bien. Donc PowerShell, il recommande de Pascal Case quasiment tout. Il faut écrire les keywords du langage, donc les for each, dynamic, param, switch, fonction, etc. Classe en petit. Et il y en a une que je trouve très très bien. Ah bon, c'était pas celle-là. C'est ouais, il faut mettre dans le note du Common Based Help, on peut rajouter une explication un peu détaillée de comment ça marche, genre de trucs qui font peut-être pas forcément office d'aide, qui sont plus pour les développeurs. Et une chose qui me tient un peu assez fortement à cœur, c'est la documentation et les commandes. Et surtout, où est-ce qu'on la place? Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui la placent au-dessus des fonctions. Et ça, moi, perso, j'aime pas du tout. Pour moi, ça devrait être à l'intérieur de la fonction. Et c'est aussi une recommandation du guide, quoi. Donc, inside of the function. Donc, bon. Maintenant, on a une idée de bien organiser son temps, une idée de bien organiser quelle pratique utiliser. Maintenant, il y a aussi l'idée du bon process. Donc, on sait comment le code devrait être écrit, on va dire. Mais s'il n'y a personne qui force un peu ces trucs-là, il y a tout le monde qui va pouvoir faire
tout ce qu'il veut. Donc, il y a un truc que moi je recommande fortement, c'est d'intégrer en fait des checks à l'aide de PS Script Analyzer dans ton CI. Et ici, on a un petit flow assez sommaire de à quoi un CI pourrait ressembler, quoi. Donc, on crée un pull request. Ici, il y aurait le CI qui jouerait déjà avec PS Script Analyzer, qui irait regarder déjà si on respecte toutes ces règles, parce que les règles des PowerShell Best Practices sont dedans. Une fois que le code il est ready, on fait un pull request, et une fois que le pull request il est fait, il doit être reviewé par une autre personne de l'équipe qui a suffisamment de connaissances dans le PowerShell. Et forcément, si tout est vert, c'est OK, il review. Si tout est rouge, ça ne vient pas chez lui. Ici, cette personne-là, elle va vraiment regarder non pas est-ce que le code il marche, est-ce qu'il y a des tests et tout, mais aussi est-ce qu'il respecte bien les bonnes pratiques PowerShell, par exemple. Et bon, même si PS Script Analyzer le fait déjà, il y a peut-être des choses qui sont propres à vos trucs en interne. Donc, il peut remettre les trucs, renvoyer le PR chez la personne, et la personne, elle peut faire les modifications. Et après, après on merge, quoi. Donc, ici, donc ça, c'est le logo de PS Script Analyzer. Ils sont à faire ici, quoi. Donc, maintenant, rapidement, l'organisation de notre code. Donc, l'organisation de notre code, on peut le sectionner en deux parties, sur les modules et sur les fonctions. Donc là, on va parler des modules. Donc, il y a la structure du projet qui est important quand on développe un projet. Donc ici, il y a l'exemple de PS-HTML. En fait, on voit qu'on a ici, on a un subfolder avec classe, on a un subfolder avec fonction, et on a des fonctions privées qui ne sont pas exposées, qui ne sont pas disponibles pour les consommateurs du module, qui vont être utilisées en interne dans les fonctions, donc justement publiques, qui eux vont être à disposition des consommateurs du module. Donc pourquoi est-ce que cette structure-là est recommandée? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de tools de CI comme Invoke Build ou Sampler, ou ce genre de choses, qui justement, ils s'attendent à un format, une structure de répertoire de la sorte, pour que justement ils puissent créer le module unique, un seul fichier, pas d'outsourcing, ça on fait pas, et pour que ce soit plus rapide, etc., etc. Et donc le module en soi, donc ici, ce point ici, le module en soi, l'intérieur du fichier aussi doit respecter, c'est mon avis, hein, il doit respecter l'ordre suivant. On commence par les enums, après les classes, après les fonctions, et il faut toujours un PSD1 pour donner du contexte au PSM. Donc après classe, il y a fonction privée, fonction publique. Voilà. Donc maintenant, en parlant des fonctions, justement, donc on doit toujours respecter verbe non. Il faut qu'ils aient toujours un command paste help, commandlet binding si possible. C'est recommandé aussi dans les guides PowerShell, mais dans les best practices. Après, je vous avoue que surtout en plus, s'il n'y a pas de param, de bloc param, le commandlet binding, il fait peu de sens. Et si possible, un begin, process et end. Et alors, au minimum, un process. C'est surtout important si on veut faire du pipeline input. J'ai déjà vu aussi des cas où il y avait juste le end. Mais donc, voilà. Donc, les best practices, ils recommandent le begin, process et end. Donc, voici un exemple d'une fonction qu'on n'arrive vraiment pas bien à lire.
mais c'est plus pour que vous voyez un peu la structure. C'est encore une fonction de PS HTML. On voit ici le aside, c'est un élément en HTML, donc le nom de la fonction. Donc ici, vous voyez, je ne l'ai pas écrit en petit ici, donc ce ne serait pas bon ça potentiellement. Voilà, le common base help, il est là. On a des notes ici qui donnent un peu plus de contexte. Bon, après, ils ne sont pas vraiment très parlants. Le commandlet binding, les paramètres, et puis ce bloc de process. Et ici, j'appelle cette HTML tag, c'est une fonction privée. Donc le prompt, maintenant le prompt, qu'est-ce que c'est que le prompt? Le prompt, c'est justement ce que vous voyez là. C'est ce truc qui clignote qu'on voit dans les films de hackers, qui est dans la fenêtre PowerShell. Voilà. Et donc, pourquoi on en parle en fait? Donc, je vais vous montrer. Je vais passer sur ici. On fait comme ça, on fait un switch. Et donc, le prompt, en fait, il faut savoir que c'est une fonction. Donc, aujourd'hui, j'ai ça dedans. Il ne devrait pas y avoir ça dedans. Mais ça, c'est un résidu de mes tests d'avant, mais c'est pas grave. Et en gros, le fonction prompt, c'est la fonction qui va afficher les choses ici. Hein. Donc, en fait, à chaque fois qu'on appuie Entrée, cette fonction prompt, elle va être lancée. Donc, le prompt. Donc, j'ai écrit une fonction prompt ici un peu basique pour expliquer le contexte. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que elle va juste changer, elle va mettre l'heure ici devant le prompt et on va changer la couleur de l'heure en fait. Et donc en fait, dès qu'on appuie Entrée, il va prendre une couleur totalement au hasard et ça va afficher l'heure de ce moment-là. Donc en fait, pourquoi j'ai fait ça? Donc j'arrête pas d'appuyer Entrée, hein, donc si je fais Get Service, on a des trucs. Hein. Donc pourquoi je montre ça? En fait, c'est tout simplement pour souligner le fait que le prompt est exécuté à chaque fois qu'on appuie Entrée. C'est vraiment ce que j'aimerais souligner. Et donc c'est intéressant, surtout si on essaye de devenir un peu plus productif. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi, en fait. Donc je repasse là. Donc, ouais, j'ai mis les liens de la documentation aussi, hein, du prompt, et voilà. Et donc là, maintenant, on a fait une petite parenthèse sur le prompt. J'aimerais vous parler du profil. Donc, je pense que tout le monde connaît quand même quel est le dollar profil. Donc, dans le doute, dollar profil, c'est un script qui est localisé dans un endroit particulier et qui est défini, qui est spécifique. La localisation est spécifique pour chaque terminal qu'on va utiliser, pour chaque process PowerShell. Donc, en fait, elle est trouvable dans la variable $profil. Et donc moi j'aimerais vous parler donc pas de mon profil en fait finalement parce que mon profil il était assez basique, mais en fait celui-là de Steve Lee que je trouvais vraiment intéressant. Donc en fait il avait fait un tweet où il montrait justement qu'il avait un GIST. Un GIST c'est un projet GitHub si on veut, où il y avait tout son profil qui est ici. Et je trouvais la structure de ce projet vachement intéressante. Donc, je vais vous le montrer de manière théorique et après en pratique. Donc,
Le profil de Steve, il est intéressant parce que du coup, il a ce fichier profil, hein, qui est un point PS1 qui se trouve dans un lieu particulier, dans lequel, en fait, il va faire un check. Il va vérifier. Donc, à chaque fois qu'on lance un nouveau terminal, le profil, il est rechargé. Hein. Donc, ça, c'est un concept important à comprendre ici. Et donc, du coup, à chaque fois que le profil est lancé, Steve, il va regarder dans $home.latest underscore profil underscore version. Si ce fichier existe, il va regarder dedans, il y a marqué juste un chiffre, une version. Et il va comparer cette version avec la version de son profil actuel. Donc vous allez me dire, bah, s'il le lance aujourd'hui, s'il est vide, son profil, qu'est-ce qui va se passer? Ben, donc en fait, il faut partir du principe que voilà, ces versions 000, il n'existe pas. Et donc après, il va aller dans la fonction prompt qui, elle, est définie donc à chaque entrée, à chaque fois qu'on fait entrer, il va définir la fonction prompt. Et dans la fonction prompt, il va appeler une fonction qui s'appelle initialize profile. Et donc initialize profile, elle, ce qu'elle fait, c'est elle va faire un thread job, donc elle va ouvrir un processus en parallèle et elle va download par un invoke web request le script du profil sur son GIST. Et il va écrire la version de ce script qu'il a téléchargé dans ce fichier .latest.profile. Et donc, et après, il va configurer son environnement, il va mettre en place des PS Drive qui sont propres pour sa machine à lui, des raccourcis par rapport au Linux, etc. Et donc, nous, ça nous intéresse pas trop ces trucs Linux et toute sa configuration en fait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la résilience qu'il a par rapport à son profil. C'est-à-dire que il a mis en place un système en fait où à chaque fois qu'il va faire un prompt, hein, donc à chaque fois qu'il presse entrée, il va y avoir ce check. Est-ce que profil initialize equal true? Si oui, ça veut dire que le profil a déjà démarré. Sinon, ça veut dire que le terminal il vient juste d'être lancé et il va lancer alors le check de hey, est-ce qu'on a une nouvelle version? Oui. Alors, il va remplacer l'ancienne version du $profil par la nouvelle version. Et donc, je trouvais ça très intéressant dans le sens où, en fait, il a juste, surtout si on passe d'une machine à une autre, ce qui est mon cas, et d'un OS à une autre. Donc, on va pouvoir avoir nos petits settings bien chéris sur toutes nos machines, dans quasiment toutes les sessions, très très rapidement, quoi. Le plus long qu'il faudrait, c'est probablement juste relancer son profil, quoi. Donc, je peux vous montrer là le profil. Donc, le profil de Steve Lee, il est là. Et donc, je vois juste un terminal. Donc ça, c'est déjà le profil de Steve Lee, en fait. Finalement, donc, il se trouve dans $profil. Donc, si je l'ouvre, il est là. Si je supprime tout et que je redémarre mon PowerShell, il est là. Et donc, si je lance maintenant un gros F5 du prompt de Steve Lee,
Alors, donc j'ai effacé le mauvais fichier, il semblerait. Vous voyez, on n'a plus du tout le même look and feel ici, là. Non, je ne vais pas faire ça dans une présentation. Donc, on voit qu'il est toujours vide. Si maintenant j'exécute avec un F5 le profil de Steve, on voit qu'il nous indique qu'il y a une nouvelle version qui est disponible, hein, qui est la version qui est sur le GIST. Est-ce qu'on veut l'installer? Oui. OK. Et donc maintenant, on a de nouveau ce look and feel avec le temps d'exécution de la dernière commande. Donc là, on voit qu'elle a duré 14 secondes. Donc là, si j'écris un truc, on voit 114 millisecondes. Donc ça bouge, quoi. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on va voir ce fichier home latest profile version et qu'on l'ouvre dans code, on voit que c'est le 1.12.13. Et donc en fait, si moi je vais ici, je modifie la version du profil VS Code, et que si maintenant je lance juste n'importe quoi en fait, actuellement en fait il va rien faire parce que le global initialized il est true. Si cela je le mets false et que je tape juste n'importe quoi, bon, marche pas exactement comme prévu, mais en fait en gros, si maintenant je relance, il va voir que la version du script qu'on a actuellement là, et c'est le 12, et que la nouvelle version c'est le 13. Et donc on peut l'installer et il va le faire comme ça. Ah oui, et donc en fait ce que je voulais faire ici, je voulais le mettre ici aussi sur 12, et ici aussi je le remets sur 12. Et en fait c'est à ce moment là que qui devrait mettre à jour quand on met le global. Là il l'a remis sur true, on remet sur false. Donc vous voyez là il est passé sur 13. Donc en fait à chaque prompt, en fait j'ai un peu confondu avant, donc à chaque prompt il va chercher la version et juste la marquer dans le fichier là. Et c'est quand on redémarre le profil qui va vraiment regarder, ok, il y a une nouvelle version disponible, je vais télécharger toute cette nouvelle version et l'appliquer si jamais c'est demandé. Donc, maintenant le Oh My Page, j'aimerais parler rapidement de Oh My Page. Donc ça c'est un projet qui est assez intéressant. En fait le Oh My Page, c'est Oh My Bash. Enfin, c'est une réplique de projet qui existait sur d'autres terminaux, qui a été adapté finalement pour PowerShell. Et donc, en fait, c'était à la base un module PowerShell et ça s'est transformé assez rapidement en un binaire qui est utilisable dans n'importe quel terminal. Donc, en fait, il donne vraiment ce côté un peu cool, un peu pro, mais en plus d'être un peu cool, un peu pro, c'est que c'est quand même vachement utile. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut mettre à disposition du scripteur et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un projet open source et gratuit, j'ai mis le lien juste là. Donc si je vais dans mon profil, dans mon
Donc même avant de commencer par là, j'aimerais montrer juste les... Non, je vais le faire en dernier celui-là. Finalement, ici, On My Page, c'est un exe, donc il faut l'installer. La commande pour l'installer et pour l'appliquer, c'est ça. Donc en fait, regardez bien mon prompt, il est comme ça ici en bas. Et si je highlight et j'exécute, on voit tout de suite que ça change. Donc il y a des petits bénéfices. Hein. Donc quand on fait entrer, on voit le temps, l'heure à laquelle on a été exécuté. Donc 13h02. On voit dans quel répertoire c'était. Par exemple, si maintenant on fait une erreur, on voit que celui avant il était bleu, maintenant c'est une croix rouge, donc c'est-à-dire que la dernière commande a été une erreur. Donc là, je dois appuyer entrer, il va rien faire de mieux. Donc là, si je fais juste un get service, toujours pas, je suis surpris. Voilà, donc apparemment avec un vrai host, ça marche mieux qu'avec un get service. Mais donc ici, maintenant, on voit de nouveau que la dernière commande a été activée avec succès. Donc, il y a une quantité incroyable de possibilités de configuration de ces trucs-là. Donc, on peut changer, c'est des fichiers JSON qu'on peut changer, adapter nous-mêmes et on peut les transmettre à ses collègues, etc., etc. Et après, le fichier, on le passe juste en donnant un moins config et on le pointe vers le fichier config en l'occurrence. Donc, où est-ce qu'on va trouver ces j'ai pas donc on peut trouver justement les bon, apparemment faut que je copie-colle le lien. Donc on peut trouver plein d'exemples en fait sur le site de Oh My Posh. Il est très documenté, très bien documenté, pardon. C'est vraiment très facile à suivre. Donc moi j'en ai trouvé un qui m'intéressait, qui me plaisait ici. Donc voilà, je l'exécute et vous voyez, en un clin d'œil, en fait, on a totalement un autre prompt qui est certes un peu long là, donc voilà, il faudrait peut-être le tuner, il est peut-être pas idéal celui-là, mais donc là, en fait, on a vraiment le même look and feel en fait. Donc là, je voulais encore faire, donc si je fais un ls, on voit encore de la manière dont c'est affiché ici. Si maintenant je rajoute ce module qui est très intéressant, qui s'appelle Terminal Icons, donc on voit aussi tout de suite combien de temps il a duré, le load. Donc on voit maintenant en fait qu'on a des petits icônes qu'on n'avait pas juste avant, qu'on n'avait pas avant ici. Et donc maintenant, si je vais dans ce répertoire, donc 07 et que ici maintenant je fais un dir, on voit maintenant que on a des fichiers, enfin qu'on a les logos. Donc j'ai exprès créé trois petits fichiers un peu simples. On voit qu'on a le logo CSS, le logo HTML, et en fait il est possible de, ça je peux le rétrécir, ouais, voilà, réfléchir. Voilà, il est passé aussi ici sur le Git. Donc il a remarqué qu'il y avait un répertoire Git ici, donc on voit tout de suite sur quelle branche on est. Donc on a vraiment des informations supplémentaires qui de un, ils ont l'air cool, et de deux, c'est quand même vachement pratique, quoi. Hein. Et donc finalement, si maintenant
comme on a vu que c'est très long et il ne nous plaît pas, on peut encore de nouveau changer. Et donc là, on passe sur une autre version qui est intéressante aussi. Et on peut changer comme ça de manière journalière. On peut faire un random, genre de truc. Donc moi, ouais, je voulais juste encore créer, par exemple ici, un fichier, un new file plot.js. Et donc si maintenant je fais un dir, on voit aussi que maintenant on a le JS, voilà, ici quoi. Donc ouais, donc il y a un petit truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut installer les nerd fonts, sinon en fait à la place des petits icônes, on va avoir juste des carrés vides. Il faut d'abord les installer et après soit dans VS Code, mais aussi dans Windows Terminal, il faut les mettre. Donc dans VS Code, il faut vraiment écrire le nerd font. Dans Windows Terminal, ils seront affichés comme ça, il y a une liste et on peut choisir laquelle on veut. Donc avec n'importe quel nerd font, ça marche. Voilà, et moi j'ai pris Aga, que je trouvais sympa. Voilà, donc Windows Terminal, que je vais vous montrer aussi, est très intéressant en termes de productivité, je vais dire, dans le sens où on peut vraiment avoir tout dans un seul lieu, un peu comme avec VS Code. On a tout vraiment dans une seule fenêtre. Donc le seul petit hic, c'est que Windows Terminal n'est pas cross-platform, mais en fait la contrepartie, c'est que c'est quand même utilisable avec Linux, dans le sens où on peut installer WSL et on peut avoir Linux quand même sur la machine. Donc, il y a pour Terminal aussi une possibilité à l'infini de customiser son terminal. Donc, j'ai mis les liens vers 2 sites que je trouvais très intéressants. On peut donc le télécharger. C'est des fichiers .json qu'il faut juste remplacer et on peut vraiment faire des trucs sympas. Et celui-là aussi, il était sympa parce que là, on pouvait voir tout de suite, on peut aller à travers les différents styles et on peut tout de suite voir ce qui nous plaît ou pas, quoi. Donc, je vais aller dans mon terminal et ouais, donc WSL, hein, c'est très cool. Ça permet d'avoir, par exemple, un Ubuntu sur sa machine. Il faut l'installer. Et après, le problème, c'est que les machines Ubuntu, même si c'est du WSL donc WSL s'installe à travers le store, le Windows Store, et donc au préalable, il faut installer Ubuntu par le Windows Store. Donc malheureusement, heureusement, .NET est installé déjà dans l'Ubuntu sur le Windows Store. Malheureusement, PowerShell l'est pas. Donc en fait, il y a un set de commandes en fait qu'il faut faire. Ça fait partie de la documentation officielle de Microsoft. Il faut juste le suivre pas à pas en fait pour pouvoir activer PowerShell et puis après on peut lancer PowerShell, voilà, faire un process et on est dans un élément qu'on connaît bien, quoi. Donc OmaPosh est applicable aussi sur Linux, hein. Il faudrait utiliser la version appropriée, quoi, pour l'OS approprié. Alors, je prends juste mes notes. Ouais, donc en fait, Windows Terminal c'est rien de foufou, hein, c'est plusieurs terminaux avec des tabs. Par contre, on peut faire des choses sympas si on se donne un peu de temps de le customiser. Donc, on peut par exemple, donc tout est configurable ici dans les settings, hein, les interactions, l'apparence et puis les actions qui sont en fait les
contrôles, les raccourcis du clavier qui sont intéressants, je trouve. Après, on peut, les petites choses sympas à savoir, si on fait Shift et Open, on va ouvrir justement le fichier settings JSON de Windows Terminal. Donc ça, c'était ouvert de côté. Si on fait, il me semble que c'est Alt et Settings, donc ça se réouvre. Mais en fait, ici, il a ouvert les default settings. Hein. Et deux secondes, il faut que je retrouve mes notes. Donc après, il y a d'autres claviers, raccourcis clavier que je trouvais intéressants. Donc CTRL-SHIFT-T, ça ouvre une nouvelle fenêtre Windows. Donc moi, Windows PowerShell. On peut rajouter des nouveaux raccourcis. On peut rajouter un autre raccourci pour une action qui est déjà existante. Hein. Donc on va voir Close Pane ici, j'ai CTRL-W et CTRL-SHIFT-W. Et Open et New Tab, ici, j'ai CTRL-SHIFT-T et CTRL-T. Hein, donc là, maintenant, je fais CTRL-T, il m'ouvre un nouveau tab. Et si je fais CTRL-W, il me le ferme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut ouvrir un tab dans le tab. Donc si là, on peut ouvrir juste un PowerShell de côté. Mais si on veut l'ouvrir dans le tab, on fait Alt et après on clique et ça va ouvrir en parallèle. Donc ça, c'est intéressant et on peut en ouvrir autant qu'on veut. Hein. Donc c'est assez cool. On peut vraiment avoir tout sur les côtés. Donc ouais, donc j'espère que vous commencez à comprendre en fait maintenant que voilà, si on combine tout ça, donc la fonction du profil avec sa fonction de profil custom avec le Oh My Posh, si on met en place le système de backup intelligent de Steve Lee et qu'on l'applique ça dans notre profil, si on travaille de cette manière-là, on peut très facilement avoir le même environnement de travail, peu importe où on est, dans quel prompt on est. Donc, et donc voilà, on peut faire CTRL-SHIFT-W pour terminer, pour finir les trucs. Il y a un autre raccourci que je trouvais intéressant, qui était en fait à la base sur Windows et une touche que je ne comprenais pas. Donc, je l'ai redirigé sur CTRL-SHIFT-Q. Et en fait, ça met en place le Quake Mode. Donc, CTRL-SHIFT-Q. Et donc, en fait, on a un prompt qui s'ouvre au-dessus de tout ce qu'on a et on peut écrire du code dedans, quelques commandes et après CTRL-SHIFT-Q de nouveau et ça repart. Donc CTRL-SHIFT-Q, c'est mon raccourci à moi. Donc CTRL-SHIFT-Q, c'est pour le Quake ici. Open or close Quake. Ouais, voilà. Et puis après le full screen par défaut, hein, donc je vais fermer celui-là. Le full screen par défaut, c'est Alt entrée hein, ou F11, voilà, classique. Ouais, et donc il y a un module PowerShell en fait qui permet de travailler avec les settings du terminal. Papa? Ouais, attends, je suis au téléphone. Mais tu sais, Tu peux parler. Mais attends, tu sais, j'ai mangé des petits gâteaux. C'est vrai? Oui. Ils étaient bons? Trop bon. D'accord, c'est bien, bravo mon grand. Donc voilà, donc ma femme elle est supposée garder des enfants, ils sont venus. Donc c'est la réalité du terrain. Ouais, ça. c'est la réalité du terrain. Donc voilà, donc en fait les deux ils sont là, donc c'est bien. Je sais pas ce qui
se passe. Je vais essayer de continuer malgré tout. Euh, Papa, tu donc sais, voilà, il y a un la module. semaine Écoute, prochaine, je peux pas parler, car je suis au téléphone, mon grand. Hein? mais je Emma, vais au patinoire la tu peux en semaine mettre s'il te prochaine. plaît. C'est papa, la semaine prochaine, je vais au patinoire. Ah, d'accord, c'est bien. Donc du coup, voilà, il y a un module PowerShell qui s'appelle MS Terminal qui permet de. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que tous les settings qu'on a vus, c'est des fichiers JSON. Donc, comme JSON, c'est très facilement manipulable avec les. Tu peux les emmener? Allez, c'est toi qui compte. Très facilement manipulable avec PowerShell. Il y a un module PowerShell qui était écrit par GPDuck. Et voilà. Donc voilà, maintenant VS Code. Il n'y a pas grand chose que je veux montrer en fait sur VS Code. Et Il y a de la télé, c'est sûr. Montez maintenant. D'abord, on Mais il y a de la télé. Si vous êtes je suis désolé. Donc, Maman, pourquoi tu l'as vu C'est la foire à la maison. ouais, non, Ouais, mais je c'est- viens de virer les miens, ils sont sortis. télé? Laisse-les vivre. ouais. Donc il y en a une qui a un plâtre et tout. Laisse-les Allez. vivre. Faut que ça vive. Mais moi, non, mais moi je fais rien là. C'est. Mais bon, la femme elle avait un job. Quoi. Ouais, voilà. Donc VS Code. Ouais, y a pas. Finalement, je vais parler rapidement de quelques petits trucs qui me tenaient à cœur dans VS Code. Il n'y a pas grand chose qu'il faut. Hein, donc finalement, le profil de Oh My Posh dans le profil. Hein, donc ça permet, comme on le voit ici, d'avoir ce joli truc ici avec les informations importantes et tout. Et il y a un truc vraiment. Il y a énormément d'extensions qu'on peut avoir, qu'on peut télécharger, mais lequel je devrais prendre? Est-ce que celui-là je dois le prendre? Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, il y a une personne qui s'appelle Justin Groth qui est une étoile montante, s'il n'est pas déjà tout en haut, dans la communauté PowerShell. En fait, il a créé ce qu'on appelle un extension pack qui permet en fait de télécharger d'un seul coup, en fait, une ribambelle d'extensions tous ensemble, enfin, tout en même temps. Donc, je vous conseille, moi, c'est ce que je fais, de télécharger juste ce pack et il télécharge du coup toute une quantité d'extensions qui sont très intéressantes. Donc, il y en a. Je voulais en montrer une ou deux. Donc voilà, ouais, ici on voit par exemple, on a ces couleurs. Hein, donc on a déjà les couleurs des brackets. Voilà, ils sont jaunes ici, ils sont violets ici. C'est pour les retrouver facilement. Et il y a une autre extension en fait qui permet justement de colorier l'espacement, la notation ici, d'une couleur bien spécifique pour qu'on puisse voir dans quelle partie du code ça fait partie, quoi. Que je retrouve mon truc, voilà. Donc moi, il y a quelque chose que j'adore, vraiment mais vraiment énormément dans VS Code, c'est le outline. Donc en fait, donc là on voit encore beaucoup mieux les couleurs là, la notation. Il y a du violet et tout, donc ça permet de vraiment bien faciliter. Ça c'est une extension. Et donc là, il y a le outline dans VS Code qui normalement de base il se trouve ici en bas. Moi j'aime bien le mettre sur le côté ici à droite parce qu'il permet vraiment de donner une vision complète de notre code. Et c'est très très pratique, surtout si on a des gros modules. Donc là, par exemple, j'ai chargé le ps.html.psm1. On voit en fait, celui-là, il est gigantesque, il fait voilà, presque 10 000 lignes. Et des fois, c'est difficile de retrouver, bon, c'était où ça? Donc on peut retrouver avec le nom d'une variable.
où ça se trouve, c'est possible. Mais le outline, il permet vraiment d'avoir une visibilité complète sur toute la structure du fichier. On peut tout fermer ici ou tout ouvrir en cliquant là-dessus. Et on voit vraiment, ça respecte vraiment l'ordre aussi dans lequel on a déclaré les choses. Et donc, en fait, on peut par exemple aller voir dans, ici, j'ai une classe qui s'appelle setting. Et donc, il y a une propriété type. Il y a une méthode. Donc, il y a un moment, en fait, vous allez, enfin, chaque type a une icône spécifique. Et donc là, il y a 2 méthodes. Et donc, si on clique dessus, il nous ramène exactement à cet endroit-là. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Et donc là, vous voyez, les fonctions, ils sont là. Et donc, la fonction, on voit qu'on a des variables. Et donc, tag begin, ici, on peut retomber sur quand on a déclaré cette variable. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique à ne pas, vraiment à ne pas sous-estimer. Il y a un autre truc que je trouvais très intéressant aussi, c'est le timeline. En fait, le timeline, ça permet c'est le timeline du fichier. Dès qu'on fait un save, CTRL-S ou un file save, il va faire une petite marque. Donc ça aussi, c'est pas une extension, c'est propre à VS Code. Et en fait, il va faire une petite marque dans le temps, un peu comme Git, d'où on était. Et donc ici, vous voyez, dans ce répertoire, j'ai pas de répertoire .git. J'ai pas fait le git init. Et on peut voir en fait que il y a 1 heure, vous voyez, à 4h59, j'ai mis à jour ce fichier et on voit que j'ai rajouté profil, quoi. Et donc, avant ça, j'avais rajouté ces 2 autres lignes-là, etc., etc. Donc, on a la même chose que le git profil, que le git init, enfin, que le git add commit, mais ici. Donc, en fait, ça permet aussi de revenir, notamment, ça m'arrive souvent, en fait, où j'écris un script, j'écris quelque chose, ça fonctionne, mais j'aime pas trop l'implémentation, je suis allé droit au but. Et donc, après, souvent, j'essaie d'améliorer, de corriger un peu, rajouter des commentaires, etc., faire en sorte que ce soit plus rapide. Et des fois, dans ce process, en fait, on peut être amené à avoir cassé quelque chose, ce qu'on n'aime pas forcément. Donc ici, si on veut quand même faire le commit, ça nous permet de revenir en arrière, de voir, ah ouais, okay, avant que je fasse tous ces changements, j'étais là, ça c'était la version qui fonctionnait, c'est là qu'on va commit et on va peut-être être malin et créer une branche supplémentaire pour travailler sur le refactoring avec un bon nom de nommage pour la branche, etc., etc. Donc, voilà, après, donc, je vais juste les mentionner, je ne vais pas le montrer. Il y a 2 choses encore intéressantes. Il y a le Cloud Changes qui existe dans VS Code. Si on active ça, en fait, il va synchroniser. Donc, il faudra se loguer avec un compte GitHub ou Gmail ou Live, etc. Et il va synchroniser tous les documents de votre profil actuel. Donc, même les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont synchronisés alors sur différents environnements de travail, ce qui est très intéressant. Et les profils, en fait, c'est un peu la même chose. C'est qu'on peut, c'est ici les profils, c'est qu'on peut vraiment définir exactement comment on veut notre environnement de travail, à quel endroit l'Explorer doit être, à quel endroit on veut avoir l'outline, le timeline, etc., etc. Les fonts, tout ça, ça peut faire partie d'un profil qu'on peut exporter en JSON et partager. Donc moi, j'en ai pas sur cette machine, mais donc c'est possible de l'exporter et l'importer, donc c'est très intéressant. Donc je suis un peu short en temps, il me reste 1 minute. De toute façon, ça tombe bien, je suis à la fin. Les modules intéressants, je vais peut-être juste parler de PS Class Utils. Donc dans le PS Class Utils, c'est un module open source que moi je maintiens, qui permet de faire pas mal de choses avec les classes. Donc en fait, il fournit un AST pour les classes, pour les enums, etc. Donc c'est assez intéressant. Et
par-dessus ça, il y a encore des choses assez intéressantes, notamment le fait de pouvoir écrire des tests totalement automatisés pour le CEUT. Tu sais, j'ai regardé une araignée avec ta dessus. Bravo, ouais. Et donc, on peut lancer cette fonction-là. Vous voyez, il a, en fait, en paramètre, je lui donne le fichier ici, et il a généré ce fichier de test ici. Donc, il y a un petit bug, en fait. Quand il y a des espaces, il ne le gère pas encore très bien, mais il y a une issue ouverte pour ça. Si maintenant je l'enregistre et que je fais un F5, voilà, il me lance bien les tests pour mes deux trucs. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait ça, non seulement il lance les tests, mais si on fait un code coverage, on voit qu'on a un code coverage de 100%. Alors attention, parce que les tests, ils vérifient juste le type qu'on retourne et on s'assure que la méthode, elle ne lance pas d'exception. Donc, en fait, il faut quand même rajouter ses propres tests à soi, mais c'est déjà un très bon début pour pas oublier certains points. Et en dernier point, je voulais encore montrer juste que c'est possible aussi de générer donc avec Write CU class diagram, on peut générer mince, j'ai cliqué sur le fichier PS1, on peut générer des diagrammes UML. J'essaie d'en trouver un petit peu plus complexe, voilà, ici, qui permet d'avoir une vue d'ensemble du projet. Donc, on va vraiment avec l'héritage et tout. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut non plus parler de notre code en parlant de vraiment des fonctions, mais on peut vraiment rester abstrait, parler de types, on peut faire des diagrammes et faire des sessions sur les diagrammes, mettre une croix, rajouter des trucs, quoi. Donc en fait, on peut vraiment avoir un moyen de communication de notre code PowerShell qui est visuel. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc moi j'ai dépassé de 2 minutes. Et puis je suis de toute façon à la fin de ma présentation. Donc je n'ai pas fait d'outro, mais je vais la peut-être faire maintenant. Voilà, outro. Voilà.